Elle a suivi 2 cures de désintoxication. La dernière, je l'y ai placée contre son gré, ce qui lui a valu de me détester. J'ai dit non. C'est vraiment. J'ai reçu ta lettre aujourd'hui et nous pensions venir te voir ce soir au concours. Es-tu contente de ce que tu fais? Carole Burnett semblait aimer tous ceux avec qui elle travaillait. Mais il y a eu une costard qui a franchi une limite qu'elle ne pouvait oublier. Durant la 7e saison de son émission à succès, le comportement de cette personne est devenu odieux. Elle humiliait les guest stars devant toute l'équipe. Lorsque Carole a tenté d'y mettre fin, les choses ont dégénéré, physiquement. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde sur le plateau. Cette costard était à ses côtés depuis des années, mais sa trahison a été une blessure profonde. La vérité sur son identité vous surprendra. Carole Burnett est née le 26 avril 1933 dans un hôpital délabré de San Antonio. Son acte de naissance ne mentionnait même pas d'adresse. Ses parents étaient déjà profondément plongés dans l'alcoolisme. À l'âge de 4 ans, ils buvaient tous les deux quotidiennement. La rage de sa mère se transformait souvent en violence. Carole se cachait sous les lits pour échapper aux cris. Les voisins apportaient de la nourriture parce que ses parents ne le faisaient pas, rétrospectivement. Carole appelait cela de la survie. Pas une enfance, elle se souvenait d'un sentiment constant de solitude. Statistiquement, les enfants issus de foyers comme celui-ci s'en sortent rarement, mais Carole y est parvenue. Le mariage de ses parents n'a pas duré longtemps. Son père est parti quand elle avait seulement 2 ans. À 6 ans, le divorce était prononcé. Le tribunal a blâmé l'ivresse et la négligence. Carole a assisté à certaines des audiences. Elle a dit plus tard que cela lui avait donné l'impression d'être invisible. Sa mère est restée amère. Son père a déménagé à Los Angeles et a bu encore plus. Pourtant, Carole a en quelque sorte appris à tout observer. Des années plus tard, cela l'a aidée à construire des personnages qui semblaient réels sur scène. Après le divorce, Carole et sa demi-sœur Chrissy ont été envoyées vivre avec leur grand-mère. Elles ont fini dans une minuscule pièce, sans fenêtre, dans une pension de famille délabrée d'Hollywood. Le loyer était de 9 $ par semaine. Leur baignoire était au bout du couloir, partagée avec les autres locataires. Des souris couraient sur le sol la nuit. Elles vivaient des allocations de sécurité sociale de leur grand-mère. 30 $ par mois. Carole fabriquait des jouets à partir de meubles cassés. Elle lisait des livres que les autres jetaient. Elle assistait à des enregistrements radio gratuits juste pour ressentir un peu de joie. En 1941, le comté de Los Angeles considérait que 7% des enfants étaient négligés. Carole aurait facilement pu en faire partie. À Étang, quelque chose d'étrange s'est produit. Carole a inventé une sœur jumelle nommée Karen. Karen avait les cheveux blonds bouclés et des fossettes parfaites. Carole sortait en courant par la porte d'entrée, changeait de vêtements derrière le bâtiment et revenait en tant que Karen. Elle a fait ça pendant près de 2 ans. Elle a même invité Karen à une fête d'anniversaire une fois. Une voisine a écrit à sa grand-mère suggérant qu'elle avait besoin d'aide. Mais pour Carole, c'était son premier essai d'improvisation. Elle ne se contentait pas d'inventer des histoires. Elle les jouait, c'était le début de quelque chose de plus grand. À 10 ans, elle s'entraînait à son cri de Tarzan sur le toit. Elle copiait l'appel de la jungle des vieux films, criant jusqu'à ce que les voisins accourent. Parfois, la police se présentait même. Elle ne s'arrêtait pas. Avec le temps, sa voix est devenue plus forte. Ses poumons se sont étirés. Lorsque des fans criaient Tarzan pendant son spectacle des années plus tard, elle pouvait le faire sur commande sans perdre le rythme. Cela avait commencé comme une évasion. C'est devenu sa marque de fabrique. La survie ne s'arrêtait pas aux cris. Sa grand-mère avait une habitude quand elles allaient au cinéma. Après le film, elle prenait discrètement du papier toilette dans les toilettes du cinéma et le mettait dans son sac à main. Elle n'avait pas les moyens d'en acheter. Carole n'a jamais oublié ces moments. Des années plus tard, elle en riait, mais à l'époque, ce n'était pas drôle. C'était ce qui les faisait tenir le coup. Les films étaient plus qu'une évasion. Pour Carole, c'était l'école. Pour un dîme, elle assistait à des programmes doubles. Elle étudiait les acteurs, le timing, la façon dont les scènes s'enchaînaient. Elle prêtait attention à la façon dont le public réagissait. Lorsqu'elle a construit sa comédie plus tard, elle est venue de ces cinémas obscurs.
Elle a même parodié Autant en emporte le vent dans son émission, en s'inspirant directement de ses premiers souvenirs. Ses salles de cinéma lui ont tout appris. De retour, dans leur petite cuisine, la musique apportait des moments de paix. Sa grand-mère jouait du piano, sa mère prenait parfois un ukulélé. Elle chantait des chansons comme « You are my sunshine ». Ces soirs-là, peu importait. Leur pauvreté, Carole a appris à harmoniser à cette table de cuisine. Cela lui a donné la confiance nécessaire pour chanter devant les autres. Cette étincelle allait se transformer en les sketchs musicaux pour lesquels elle est devenue célèbre. Un moment l'a marquée à jamais. Elle a dit à sa mère qu'elle voulait être actrice. Sa mère l'a regardée et a dit « Tu peux toujours écrire, peu importe ton apparence ». Carole s'est souvenue des mots exactement. « Mon Dieu, fait mal ». À ce moment-là, elle a réalisé que sa propre mère ne croyait pas en son physique. Mais au lieu de la briser, cela l'a motivée. Elle a construit une carrière qui a prouvé que le talent comptait plus que la beauté. Elle a donné une voix aux personnes qui ne correspondaient pas aux normes. Au début des années 1950, son père survivait à peine. L'alcool lui avait tout pris. Carole est partie pour New York en 1954 pour poursuivre son rêve. Peu de temps après, son père est mort à 47 ans. Son foie avait cédé. Carole a dit qu'il n'avait jamais été méchant. Juste perdo. Alors que sa vie ne faisait que commencer. La sienne était déjà terminée. En 1954, Carole Burnett n'était qu'une étudiante de 3e année à l'UCLA. Incertaine de ce que l'avenir lui réservait, elle se préparait à son examen final de théâtre lorsque son professeur l'a annulé sans prévenir, au lieu d'un test. Il lui a demandé, ainsi qu'à quelques camarades de classe, de jouer des scénettes lors d'une fête pour d'autres membres du corps professoral. Cela ressemblait plus à une blague qu'à un cadeau. Carole s'inquiétait de ses finances et se demandait si elle aurait un jour une vraie chance de jouer. Mais cette nuit inattendue a tout changé. Elle s'est lancée. Voici une réécriture du passage, en respectant scrupuleusement toutes les consignes et en assurant la continuité avec le segment précédent, ce que l'avenir lui réservait. Elle se préparait à son examen final de théâtre lorsque son professeur l'a annulé sans prévenir. Au lieu d'un test, il lui a demandé, ainsi qu'à quelques camarades de classe, de jouer des scénettes lors d'une fête. Pour d'autres membres du corps professoral, cela ressemblait plus à une blague qu'à un cadeau. Carole s'inquiétait de ses finances et se demandait si elle aurait un jour une vraie chance de jouer. Mais cette nuit inattendue a tout changé. Elle s'est lancée, ensemble, ils improvisèrent une scène comique et la présentèrent devant un parterre de professeurs. Leur rire n'était pas de pure courtoisie. Ils étaient sincères. Pour la première fois, Carole vit des adultes en position d'autorité réagir à son humour. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une personne dans l'assistance l'observait attentivement. Après la représentation, Carole fit quelque chose qui, plus tard, la ferait rire d'embarras. Elle commença discrètement à glisser des biscuits dans son sac à main. Ce n'était pas par gourmandise, mais par faim. La nourriture était souvent une source de difficulté et elle voulait en rapporter à sa grand-mère. Alors qu'elle fourrait les derniers biscuits, un homme d'un certain âge, en costume, s'approcha d'elle. Elle se figea, craignant qu'il ne la réprimande ou ne la fasse partir. Mais au lieu de cela, il la complimenta sur sa performance et entama une conversation. Ce moment maladroit autour de biscuits s'avéra être la clé d'une porte dont elle ignorait même l'existence. L'homme se révéla être un riche constructeur naval de l'Hawaïa, et ce qu'il offrit était presque trop beau pour être vrai. Il accorda à Carole et à son ami Don Soyan un prêt de $1 chacun, sans intérêt, sans contrepartie, à une exception près. L'argent devait servir à aller à New York et à poursuivre leurs rêves. En valeur actuelle, cela représenterait près de $12. Pour 2 étudiants fauchés, c'était une chance inouïe. Cet homme, dont Carole ne révéla jamais le nom, ne demanda ni reconnaissance, ni remerciement public, mais son acte de générosité devint le fondement de la carrière de Carole. Il y avait 3 conditions. Premièrement, l'argent devait être remboursé dans les 5 ans. Deuxièmement, son identité devait rester secrète à jamais. Troisièmement, s'il réussissait, il devait aider d'autres jeunes artistes de la même manière. Carole accepta le marché sans hésitation. Il n'y eut pas de contrat, juste une poignée de main et une promesse. Et elle ne la rompit jamais.
Elle le remboursa exactement 5 ans plus tard. Elle ne révéla jamais son identité à qui que ce soit, et une fois qu'elle eut réussi, elle rendit discrètement l'appareil par le biais de bourses et de dons secrets à des artistes en difficulté. Cette conversation autour de biscuits créa une onde qui ne cessa jamais de se propager. Avec l'argent en poche, Carol et Dawn firent quelque chose que la plupart des gens considéraient comme insensé. Elles abandonnèrent UCL. C'était en 1954. On n'attendait pas des femmes qu'elles quittent l'université pour poursuivre des rêves dans le monde du spectacle. Mais elles firent leurs bagages et prirent le train pour New York. Elles utilisèrent le prêt pour le loyer et les auditions, vivant dans un petit appartement et mangeant des repas bon marché. Pendant des années, la lutte est continue. Mais en 1959, 4 ans plus tard seulement, Carol décrocha le rôle qui allait faire d'elle une star. Elle incarna la princesse Winifred dans la pièce de Broadway Once Upon a Matress. La comédie musicale avait débuté dans un petit théâtre off-Broadway, mais avait été transférée à Broadway. Parce que le public ne s'en lassait pas, l'interprétation de Carol était drôle, audacieuse et pleine de cœur. Elle n'avait que 26 ans, et son nom était soudainement sur toutes les lèvres. Elle fut nommée aux Tony Awards et resta dans la pièce pendant ses 470 représentations. Des années plus tard, elle reprendrait le rôle à la télévision, le consacrant comme l'un de ses personnages les plus populaires. Au moment où elle rendit les 1 $, en 1959, elle avait rempli toutes les conditions de sa promesse. Elle marqua le jour exact où le prêt était dû. Elle retrouva l'homme qui avait cru en elle avant tout le monde. Il sourit, reprit l'argent et disparut à nouveau. Carol respecta également le reste de l'accord. Elle ne révéla jamais son nom, et elle s'assura d'aider les autres comme il l'avait aidée. Cette histoire, enfouie sous sa célébrité, est le fil conducteur discret qui traverse toute sa carrière. La même année, elle rejoignit le Gary Moore Show. Il s'agissait d'une émission de variété hebdomadaire enregistrée au CBS Studio 50. Aujourd'hui connue sous le nom d'Ed Sullivan Theatre, Carol n'avait que 26 ans et partageait la scène avec des vétérans de la comédie et de la musique. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour se démarquer. Ses sketchs, en particulier son personnage de femme de ménage, mettaient en valeur son talent. Elle pouvait être bête, triste, bruyante ou calme, selon les besoins du moment. L'émission dura jusqu'en 1962. Et pendant ces années, Carol développa les compétences qu'elle allait ensuite exploiter dans sa propre émission. Elle rencontra également le producteur Joe Hamilton, qui allait devenir son mari, et l'un de ses plus grands collaborateurs. En 1962, son talent fut enfin reconnu avec son premier Emmy Award. Elle remporta le prix de la meilleure performance dans une émission de variété ou musicale. Ce n'était pas seulement son premier grand prix, c'était le signe que l'industrie la considérait enfin comme un leader de la comédie. Elle avait participé à des centaines de sketchs à cette époque, et son nom devenait familier dans les foyers américains. Ce Emmy marqua le début d'une série extraordinaire. En 2024, elle avait remporté 7 Emmy Awards sur 25 nominations, mais ce premier Emmy était le plus important. Il lui montra que prendre des risques et rester fidèle à sa voix pouvait réellement mener quelque part. Toujours en 1962, Carol s'associa à Julie Andrews pour un spectacle qui allait devenir légendaire. Julie and Carol at Carnegie Hall fut diffusé en juin et attira plus de 17 millions de téléspectateurs. Il s'agissait d'un mélange de musique, de parodie et de sketch. L'alchimie entre les deux femmes était électrique. À l'époque, les dirigeants ne pensaient pas que ce spectacle fonctionnerait. Mais il devint un succès presque du jour au lendemain. Il remporta 2 Emmy Awards, un pour l'émission et un pour Carol elle-même. Pour de nombreux fans, c'était la première fois qu'ils voyaient Carol comme plus qu'une simple comédienne de sketch. Elle pouvait chanter, jouer et tenir sa place sur une scène nationale. Cette performance ne fit pas qu'accroître sa notoriété. Elle la propulsa au sommet du panthéon des artistes. Carol Burnett épousa Don Swayan le 15 décembre 1955. Elle avait seulement 22 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'université 3 ans plus tôt, bien avant que son visage ne devienne familier à la télévision. Pour de nombreux fans,
C'était la première fois qu'il voyait Carole comme plus qu'une simple comédienne de sketch. Elle pouvait chanter, jouer et tenir sa place sur une scène nationale. Cette performance ne fit pas qu'accroître sa notoriété. Elle la propulsa au sommet du panthéon des artistes. Carole Burnett épousa Don Soyan le 15 décembre 1955. Elle avait seulement 22 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'université 3 ans plus tôt, bien avant que son visage ne devienne familier à la télévision. À cette époque, Burnett luttait encore à New York, acceptant tous les emplois qu'elle trouvait, travaillant comme vérificatrice d'écoutilles, vivant d'une paye à l'autre. Soyan essayait également de percer dans le métier d'acteur. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient trouvé une voie claire. Leur mariage s'est déroulé dans l'ombre de petits appartements et de factures impayées. Ce n'est qu'en 1962 que la vie de Burnett a basculé presque du jour au lendemain, lorsque Julie et Carole au Carnegie Hall ont été diffusées et ont remporté un Emmy. Cette même année, leur mariage a pris fin. Ils ont finalisé leur divorce le 25 septembre, au moment même où sa carrière décollait. C'était une séparation qui reflétait le fait que le succès n'arrive pas toujours avec la paix. Quelques mois plus tard seulement. Le patrumaiomieno suteshaizech, Chitrei, elle épousa Joe Hamilton, un producteur de télévision qui avait travaillé sur son émission spéciale au Carnegie Hall. Leur relation était à la fois une histoire d'amour et une fusion showbiz. Hamilton avait 8 enfants d'un précédent mariage, qu'il a terminé le jour même de son mariage avec Burnett au Mexique. Ensemble, ils auront 3 filles, portant le nombre total d'enfants dans la maison à 11. La maison était toujours pleine de voix, de mouvements et d'horaires. Burnett décrira plus tard ces années comme à la fois joyeuses et chaotiques. En public, elle était l'animatrice calme et amusante. À la maison, elle gérait des tables de dîner bondées et des événements scolaires consécutifs tout en jonglant avec des scénarios et des costumes. La réalité derrière les rires était un travail incessant. Leur première fille, Carrie, est née le 5 décembre 1963. Yodi a suivi. Le Artinjanvi Niernin, c'est son sester. Puis Aaron est arrivé le 14 août 1968. Mais toutes les grossesses ne se sont pas terminées dans la joie. Au début de 1965, Burnett a fait une fausse couche à seulement 9 semaines. Elle a gardé cette douleur privée, alors même que son étoile continuait de monter. Mais le chagrin le plus profond est venu bien plus tard. Carrie a lutté contre la toxicomanie dès l'âge de 13 ans, après des années passées à essayer de l'aider à se rétablir. Burnett l'a perdue en 2002. Carrie n'avait que 38 ans lorsqu'elle est décédée d'une pneumonie causée par le cancer. Le public ne voyait souvent que la comédie. Il ne voyait pas les nuits blanches, les visites à l'hôpital ou le deuil silencieux qui a suivi. Joe Hamilton n'était pas seulement son mari. Il était le producteur du Carole Burnett Show qui a débuté en 1967. Cette émission allait devenir l'une des séries de variétés comiques les plus influentes de l'histoire de la télévision. Mais tout en construisant ce succès, Hamilton essayait également de gérer une famille de 11 enfants. Les matins commençaient par un chaos de petit déjeuner. Les soirées se terminaient par des réunions de production. La pression s'est accumulée année après année. Et après près de 2 décennies de mariage, ils se sont séparés. Leur divorce a été finalisé en 1984. Derrière leur partenariat créatif se cachait une réalité remplie de délais. D'épuisement émotionnel et de chagrin, leur histoire a montré que même les vies les plus réussies comportent de lourds compromis. Avant sa percée, Burnett avait accepté tous les rôles qui se présentaient à elle. En 1955, elle a joué le rôle de la petite amie d'une marionnette de ventriloque dans le Paul Winnell and Jerry Mahoney Show. En 1962, elle a joué un ange gardien dans un épisode de The Twilight Zone qui était censé être un pilote, mais n'a jamais décollé. Entre les deux, elle était la petite amie maladroite de Buddy Hackett dans Stanley et une candidate dans les premiers jeux télévisés comme Pantomime Quiz. Ses rôles étaient étranges et parfois oubliables, mais ils ont lentement construit sa réputation. Lorsque son émission spéciale de 1962 a finalement été diffusée, elle a ressemblé à un succès du jour au lendemain.
Mais il avait fallu près d'une décennie de concerts étranges et de petits moments pour en arriver là. Tout a changé le 11 septembre 1967. CBS ne voulait pas que Burnett anime sa propre émission de variété. Ils ont suggéré une sitcom générique à la place. Quelque chose appelé Here's Agnès. Mais Burnett avait une clause dans son contrat de travail antérieur qui lui permettait de créer une saison de l'émission de son choix. Elle l'a activée juste à temps. Le Carol Burnett Show a été diffusé pendant 279 épisodes sur 11 ans. Il a été filmé au studio 33 de CBS Television City et est devenu un point de repère dans l'histoire de la télévision. Aucune femme n'avait animé une émission de variété en prime time auparavant. Burnett a enfreint la règle, a établi la norme et n'a jamais regardé en arrière. L'émission a commencé avec quelque chose que personne n'attendait. Burnett sortait et répondait aux questions du public. Cela a commencé par accident. Un producteur l'a envoyé une fois plus tôt pour plaisanter. Mais le public a adoré et c'est devenu une caractéristique régulière. Les gens lui demandaient n'importe quoi. Comment elle avait commencé, qui étaient ses co-stars préférés, ou la suppliaient d'entendre son célèbre cri de Tarzan. Burnett répondait avec charme et honnêteté, créant un sentiment de connexion que peu d'émissions de télévision ont jamais atteint. Aujourd'hui encore, dans ses spectacles en direct, elle maintient la tradition vivante. Ces moments non scénarisés sont devenus l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Elle ne s'est pas contentée de jouer. Elle a créé des personnages qui ont vécu bien au-delà de l'écran. Il y avait la femme de ménage, une concierge silencieuse avec une vadrouille et un rêve. Puis ai-je venu à Nice, la fille bruyante et frustrée des sketchs familiaux qui a ensuite joué dans sa propre émission. Mama's Family. Le visage de Burnett était aussi expressif que n'importe quelle boîte à outils de comédien. Elle pouvait les tirer en tristesse, en surprise ou en joie, le tout en une seule seconde. Les parodies de films célèbres comme Gone with the Wind ont montré jusqu'où son humour pouvait aller. Ces sketchs n'ont pas seulement fait rire les gens, ils ont façonné ce que la comédie télévisée pouvait être. Les prix ont suivi en 11 saisons. L'émission a remporté 25 Primetime Emmys sur 70 nominations. Elle a remporté 3 fois le prix de la meilleure série de variété. Peu d'émissions dans l'histoire ont égalé ce niveau de reconnaissance. Burnett elle-même est devenue si emblématique que les Golden Globes ont créé un prix pour l'ensemble de sa carrière à son nom. Elle l'a reçu de son vivant. Un honneur rare, ses collègues, comme Tim Conway et Harvey Korman, ont souvent volé la vedette lors des discours de remerciement avec une comédie improvisée qui brouillait la frontière entre la vie réelle et la performance. Leurs moments sur scène étaient drôles, touchants et inoubliables. Mais Burnett n'a jamais travaillé seule. Elle a choisi son casting avec soin. Harvey Korman avait déjà fait ses preuves dans le Danny Kaye Show. Vicki Lawrence. Vicki Lawrence était une adolescente qui a envoyé une lettre de fan à Carol Burnett et a fini par devenir l'une de ses interprètes les plus brillantes. Lial Wagner, qui avait autrefois auditionné pour Batman, est devenu l'annonceur et le faire-valoir de l'émission. Tim Conway, initialement invité, a rejoint l'équipe à temps plein. En 1975, il est devenu célèbre pour étirer les sketchs avec des silences et des faux pas, parfaitement synchronisés. Ensemble, ils ont créé une magie télévisuelle. Leur alchimie est encore étudiée aujourd'hui. Leurs sketchs sont toujours joués dans des hommages et des salles de classe. Harvey Korman avait toujours été une présence imposante dans le Carol Burnett Show. Mais à la 7e saison, quelque chose en lui avait changé. Ses humeurs ont commencé à changer sans prévenir. Les gens sur le plateau ont remarqué la tension. En particulier les vedettes invitées. Chet et Smen, là. C'était Tim Conway et Petula Clark. Conway, qui apportait toujours de la joie dans la pièce, a été interrompu en pleine répétition. Korman a qualifié l'un de ses sketchs de stupide et n'a même pas essayé de le cacher. Clark a à peine reçu un bonjour poli. Les choses ont empiré lorsque Korman a marmonné quelque chose de cruel à voix basse pendant les répétitions avec les deux. L'émission s'était forgée une réputation de rire et de chaleur. Mais à ces moments-là, l'atmosphère est devenue froide. Carol Burnett, connue pour sa gentillesse et sa grâce, en a finalement assez. Elle est directement dans la loge d'Harvey et
lui a dit que son comportement était déplacé. Elle n'a pas crié, elle n'a pas insulté, mais elle a été ferme. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était l'explosion de colère en retour. Harvey lui a dit de ne pas se mêler de ses affaires. Il a même dit qu'il préférait démissionner après l'émission de ce soir-là. Lorsqu'elle a essayé de tenir bon, il l'a physiquement poussée dans le couloir et a claqué la porte. Carole était stupéfaite. Ils avaient travaillé ensemble pendant des années. Ce moment l'a profondément ébranlée. Carole n'était pas quelqu'un qui aimait les conflits. Elle les avait toujours évités. Mice Maintenant. Elle avait besoin de force. Alors elle s'est imaginée comme quelqu'un d'autre. Dans son esprit, elle est devenue Joan Crawford et Barbara Stanwyck. Dure, pointue, incassable. Avec leur voix, dans sa tête, elle s'est redressée, est retournée à sa porte, et cette fois, elle n'a pas hésité. Elle a dit à Corman qu'elle avait déjà appelé son agent. Il était renvoyé, il ne reviendrait pas. Harvey ne l'a pas cru au début, mais quand il a vu ses yeux, quand il a entendu son ton ferme, il a su que c'était réel. Pendant un instant, le combat l'a quitté. Il a commencé à ressentir le poids de ce qu'il avait fait, les accès de colère, la froideur, les occasions manquées de faire preuve de grâce. Soudain, tout l'a rattrapé. Et à ce moment-là, il s'est excusé. Il a demandé une chance de plus. Une semaine complète de répétitions et d'enregistrements sans un seul éclat de voix. Carole a dit oui, mais seulement s'il restait joyeux tout le temps, et il l'a fait. Il a tenu cette promesse, pas seulement cette semaine-là, mais jusqu'à la fin de l'émission, ils sont restés proches. Pour le reste de sa vie. Lorsque Harvey Korman est décédé en 2008, Carol Burnett ne s'est pas souvenue des cris ou des portes qui claquent. Elle s'est souvenue de l'amitié qui a suivi. Elle croyait que cette confrontation avait sauvé non seulement leur lien, mais l'émission elle-même. Derrière les caméras, Carol Burnett a mené ses propres batailles. Sa fille aînée, Carrie, a commencé à se droguer à seulement 13 ans. Ce n'était pas une lutte tranquille. Carrie a tout essayé. Alcool, marijuana, héroïne, cocaïne et tranquillisant. À 15 ans, elle était déjà dans sa 3e cure de désintoxication. Carol et Joe Hamilton faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Mais rien ne semblait fonctionner. En 1979, la presse l'a découvert. Le magazine People a appelé cela le cauchemar de Carol Burnett. Ce n'était pas un titre, c'était la vérité. Carol a dit plus tard que ces années avaient été comme traverser le feu, sans issue. Mais d'une manière ou d'une autre, Carrie s'en est sortie. Elle est devenue propre. Elle est restée sobre pendant plus de 12 ans. Elle a visité des écoles. Elle a parlé de la toxicomanie à d'autres. Elle a transformé sa douleur en un chemin à suivre pour les autres. Le poids de ses luttes a eu des conséquences. Carol et Joe Hamilton, mariés depuis 1963, ont commencé à s'éloigner. En 1982, ils vivaient séparés. Le stress de la toxicomanie de Carrie, ainsi que les interminables heures de travail, les ont poussés à bout. Carol avait toujours été celle qui essayait d'améliorer les choses sans provoquer de conflit. Mais cette fois, il n'y avait pas de solution facile. En 1984, ils ont divorcé, la rupture de leur mariage. Autrefois si riche en créativité et en succès, est devenu un autre chagrin d'amour, sur une liste de plus en plus longue. 7 ans plus tard, en 1991, Joe Hamilton est décédé. Il n'avait que 62 ans. Le cancer s'était propagé à sa tête et à son cou. L'homme qui avait construit l'histoire de la télévision aux côtés de Carol est décédé paisiblement chez lui. Malgré le divorce, ils étaient restés en contact, notamment pour les enfants. Joe avait été un génie dans les coulisses. 20 nominations aux Emmy Awards, 5 victoires. Mais ces dernières années ont été marquées par des pertes personnelles, la toxicomanie, les divorces, la maladie. Sa mort a laissé un vide dans leur famille et dans le monde de la télévision. Puis est venu le coup le plus dur de tous. Le 20 janvier 2002, Carrie Hamilton est décédée. Elle n'avait que 38 ans. Après des années de sobriété et d'espoir, le cancer a pris le dessus. Il a commencé dans ses poumons, puis s'est propagé à son cerveau. Une pneumonie s'est installée. Et juste comme ça, la jeune fille,
qui avait survécu à la toxicomanie, qui avait trouvé sa voie. Était partie à l'époque. Carrie travaillait sur une pièce de Broadway avec sa mère. Elle s'appelait Hollywood Arms. Même lorsque sa santé déclinait, elle a continué à écrire. Elle a continué à rêver. Carol a dit plus tard que perdre Carrie, c'était comme être coupée en deux. Mais elle a également dit que la force de Carrie, son choix de se battre, de se rétablir, de créer, rester avec elle chaque jour, en 1988, des années avant le cancer. Mère et fille avaient entrepris un voyage auquel peu s'attendaient. Elles sont allées à Moscou. Leur objectif était clair, aider à lancer le premier groupe des alcooliques anonymes en Union soviétique. À l'époque, le pays comptait plus de 4 millions d'alcooliques enregistrés. La plupart n'avaient jamais entendu parler des AA. Carrie et Carol ont passé des heures à répondre au téléphone, de se battre, de se rétablir, de créer, rester avec elle chaque jour. En 1988, des années avant le cancer, mère et fille avaient entrepris un voyage auquel peu s'attendaient. Elles sont allées à Moscou. Leur objectif était clair, aider à lancer le premier groupe des alcooliques anonymes en Union soviétique. À l'époque, le pays comptait plus de 4 millions d'alcooliques enregistrés. La plupart n'avaient jamais entendu parler des AA. Carrie et Carol ont passé des heures à répondre au téléphone. Ces appels provenaient de personnes qui ne savaient plus vers qui se tourner. La télévision soviétique a diffusé le film de Carol, Life of the Party, à plus de 90 millions de téléspectateurs. C'était une révolution discrète. Carrie, encore au début de son rétablissement, disait à ses appelants qu'il n'était pas seul. Sa voix, autrefois façonnée par la douleur, était devenue une bouée de sauvetage pour des inconnus à travers le monde. Au début des années 1980, deux des stars de la comédie les plus aimées de la télévision se sont discrètement éloignées l'une de l'autre. Carol Burnett et Vicki Lawrence avaient partagé des années de rire à l'écran. Leur lien semblait indestructible. Mais lorsque Mama's Family a été transformée en sa propre série, quelque chose a changé. Carol venait de traverser un divorce douloureux avec Joe Hamilton, qui avait non seulement été son mari, mais aussi le producteur du Carol Burnett Show et de Mama's Family. Cette rupture n'a pas seulement mis fin à un mariage, elle a créé des lignes émotionnelles que personne n'avait vu venir. Carol s'est éloignée de la série et des personnes qui y étaient liées, y compris Vicki. Burnett avait créé le personnage de Nice et sa présence avait contribué à lancer la série. Mais après le divorce, elle a disparu du plateau. Elle n'est apparue dans aucun épisode ultérieur. Selon l'autobiographie de Vicki elle-même, le silence entre elles n'était pas temporaire. Carol était blessée, que Vicki ait continué avec la série, désormais contrôlée par Hamilton. La série est passée en syndication. Vicki est restée et Carol est restée à l'écart. Ce qui avait autrefois été une amitié étroite s'est refroidi. Burnett, autrefois une visiteuse fréquente sur le plateau, n'était plus qu'un souvenir. Les fans étaient confus. La distribution a ressenti la perte. Et Vicki s'est retrouvée dans une position étrange, loyale envers le travail, mais séparée d'une amie qu'elle admirait profondément. La décision de Carol ne concernait pas seulement une seule série, il s'agissait de tout. Après l'annonce du divorce, le 22 octobre 1982, elle s'est presque complètement retirée d'Hollywood. Elle a déménagé à Maui, elle a évité les projecteurs. Ceux qui avaient travaillé avec elle pendant des années se sont retrouvés coupés. Vicki a déclaré plus tard qu'elle avait divorcé de nous tous, qui étions impliqués avec lui, de quelque manière que ce soit. Et cela l'incluait. La douleur était si profonde. Carol est restée silencieuse pendant des années. Même lorsque les gens l'interrogeaient, elle ne donnait aucune réponse publique. La blessure était encore ouverte. Ce n'est qu'après le décès de Joe Hamilton en 1991 que les premiers signes de guérison ont commencé à apparaître. L'un des moments les plus émouvants de ce silence a été un simple appel téléphonique. Vicki préparait le dîner lorsque le téléphone a sonné. Son fils a décroché. C'était Carol, mais elle ne voulait pas parler à Vicki. Elle a demandé à parler à son mari, Al Schultz. Vicki est restée là, stupéfaite. Elle a demandé à son fils, veut-elle me parler? Et la réponse est revenue. Non. Ce souvenir
l'a hanté pendant des années. Après Cal ait pris l'appel, il a dit à Vicky ce que Carol avait dit. Je promets que je reviendrai. Je le promets. Mais il faudrait beaucoup de temps avant que cette promesse ne devienne réalité. Pendant des années, Carol est restée à l'écart, enveloppée dans sa propre douleur. Et Vicky a essayé d'aller de l'avant, portant toujours la piqûre de ce moment, mais le temps peut changer les choses. Et finalement, il l'a fait après la mort de Hamilton. Carol et Vicky ont lentement commencé à se reconnecter. La distance a diminué. La chaleur est revenue. En 2023. Non seulement elles se reparlaient, mais elles étaient proches. Vicky a dit qu'elles étaient plus proches qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant. Elle a dit que c'était comme une boucle bouclée lorsqu'elles se sont réunies pour Palm Royal d'Apple TV+. Leur amitié n'a pas seulement été restaurée, elle était plus forte. Vicky a partagé qu'elle avait beaucoup appris de Carol au fil des ans. Des leçons sur le travail, sur le plaisir, sur la façon de continuer, même lorsque les choses s'effondrent. Cette vieille promesse téléphonique, « Y reviendrai », s'était enfin réalisée. Le retour de Carol Burnett à la télévision a été tout simplement remarquable. À 91 ans, elle a assumé des rôles que la plupart des acteurs de son âge n'oseraient pas toucher en 2022. Elle a rejoint la dernière saison de Better Call Saul. Son personnage, Marian, a joué un rôle clé dans la chute de Saul Goodman. Elle n'était pas là en tant que guest star nostalgique. Elle était au cœur de l'histoire. Puis, en 2024, elle est revenue à la comédie en tant que Norma Delicord dans Palm Royal, partageant des scènes avec de jeunes stars et tenant son rang avec aisance. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle travaillait encore, elle a répondu que c'était simple. Elle veut sa muse. Ce même esprit qui a illuminé les salons pendant des décennies ne s'est pas estompé. Et elle n'a pas l'intention de s'arrêter tant que le travail cesse d'être joyeux.